Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Utiliser les forces de la blockchain pour faciliter le KYB. Philippe Régnier, CEO de Wecan Group. Et au-dessus, on a la Wecan Chain qui permet à la suite de produits Wecan, mais aussi à d'autres applications tierces, de capitaliser sur la blockchain en utilisant le Wecan Token. Donc en fait, cette infrastructure, ça apporte de l'auditabilité, de la traçabilité, de la scalabilité grâce à la 3-chain. Ça garantit en même temps que tout est traité de manière très confidentielle. Peut-être un point qui est important, on demande toujours qu'est-ce que ça change par rapport à une base de données traditionnelle. Et en fait, ce que ça change, c'est la notion d'immutabilité des données qui est en fait unique à l'utilisation de la blockchain. Ce sujet de Know Your Client, qu'il s'agisse des corporates, des personnes physiques ou encore des trusts, tout le monde y passe et nous savons tous que c'est un enjeu de taille car derrière, ce sont des risques majeurs à mitiger. J'ai déjà couvert le sujet, mais jamais encore dans le contexte de la blockchain. Philippe m'a donc rejoint pour m'expliquer ce que Wecan développe pour faciliter la vie des banques et autres acteurs de la finance obligés de maintenir leurs fichiers centraux à jour. Vous verrez ce qu'apporte l'utilisation de la blockchain et comprendrez l'infrastructure déployée par la start-up suisse sur Ethereum. L'occasion aussi de se rendre compte que des acteurs bancaires aussi traditionnels que Pictet, plus orientés crypto comme Bitstamp ou Signum, utilisent la suite logicielle de Wecan. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, salut Philippe. Bonjour Solène. Merci de nous rejoindre sur FinScale pour parler de Wecan. J'aimerais que tu te présentes à notre audience et que tu passes peut-être 5 minutes à nous expliquer ce que tu faisais chez UBS. Enfin, je trouve que la dernière fois qu'on s'en est parlé, j'ai trouvé ça très intéressant, donc je voulais que tu partages ça avec cette audience. Je suis le nouveau CEO de Wecan Group, qui est une société de technologie leader dans le domaine de la gestion des données de conformité pour le monde des services financiers. Juste quelques éléments sur mon parcours. Donc, j'ai été toute ma carrière dans le domaine des services financiers, à l'intersection entre la technologie et la stratégie. J'ai commencé en 2008 chez Euronext, qui s'appelait à l'époque New York Stock Exchange Euronext, parce que ça faisait partie du New York Stock Exchange, qui est plus le cas aujourd'hui. C'était une époque où le monde du trading était déjà largement électronisé. La plupart de mon temps chez Euronext, je l'ai passé en tant que responsable des marchés fixed income, à une époque assez intéressante où il y avait des discussions sur la standardisation du monde obligataire, sur le fait de traiter des obligations dans des carnets d'ordre comme des actions. On avait créé à l'époque une plateforme qui s'appelait Nice Bond Match, qui avait recueilli d'ailleurs pas mal de supports institutionnels. Ensuite, fort de cette expérience, je suis parti à Singapour faire mon MBA à l'INSEAD et ensuite j'ai rejoint le bureau suisse du Boston Consulting Group en 2014. J'ai fait un stint de mission pendant 4 ans entre la gestion de fortune et la transformation digitale pour arriver chez UBS, donc sur le point que tu mentionnais tout à l'heure. J'ai fait un certain nombre de choses. J'ai commencé dans les équipes de stratégie groupe. J'étais assez largement impliqué dans les travaux qui ont amené à la création de UBS Next, qui est le Corporate Venture Capital Fund d'UBS, dédié à l'investissement dans les fintech. La thèse à l'époque, enfin ce qui a amené à créer ce fonds, et je pense que c'est toujours la thèse aujourd'hui, c'était de dire il est important pour la banque d'investir dans des verticales fintech qui représentent son avenir. Donc, je sais pas, un robot advisory pour la gestion de fortune, un neo brokerage pour le trading, etc., etc. Donc, UBS Next a été créé. Ça m'avait un peu positionné à l'époque comme un des stratèges de la banque qui était tech friendly. Et on m'a proposé ensuite de devenir le responsable de la stratégie digitale, ce qui incluait donc le développement de la stratégie, la transformation digitale, donc la gestion du portefeuille de transformation digitale, comment on alloue le budget change the bank à un certain nombre d'initiatives digitales qui correspondent à la stratégie, et les partenariats et les investissements dans les fintech. Et en fait, c'est dans ce cadre que j'ai initialement rencontré Vincent Pignon, le fondateur de Wecan Group. Donc voilà, l'année passée, je suis parti d'UBS pour monter et être Global Head de la practice fintech et crypto de Sheffield Harraf, un gros cabinet de conseil dans le domaine du recrutement de cadres dirigeants et de la gestion des talents. C'est à ce moment-là où j'ai intégré l'advisory board de Wecan Group. Et à la fin de l'année dernière, j'ai été contacté par Vincent et par le board pour devenir le nouveau CEO de Wecan, proposition que j'ai acceptée et donc j'ai rejoint la société en février de cette année. Super, voilà. Donc l'opérationnel te manquait. Exactement, exactement. Je voulais me rapprocher à nouveau du business, quelque chose qui était probablement un peu plus en ligne avec mes expériences et mon profil.
Super. Alors, comme tu le sais, le KYC, le KYB, c'est un sujet qui m'anime vraiment fort depuis pas mal d'années, notamment dans le secteur financier. Et j'aurais aimé que tu nous expliques en quelques mots la proposition de valeur de Wecan et puis peut-être les solutions logicielles que vous avez à disposition en ce moment de vos clients. Oui, bien sûr. Donc, on est une société de technologie, comme je disais tout à l'heure, active dans le domaine de la gestion des données de conformité, et on a pour particularité d'utiliser une infrastructure blockchain qui s'appelle la Wecan Chain. On a notre propre token qui est mis sur Bitstamp, Uniswap, et on a annoncé notre listing sur notre premier exchange asiatique, MEX, en début de semaine. Le Wecan Token, c'est un élément important de notre Target Operating Model parce que il power en fait, chaque utilisation d'une de nos solutions amène à un ancrage sur la blockchain et chaque ancrage sur la blockchain est facturé d'un token Wecan. Okay. Donc, on a principalement 2 produits qu'on a construits sur cette infrastructure et une multitude de cas d'usage associés. Le premier, c'est Wecan Comply. C'est vraiment notre flagship product. C'est une plateforme sur laquelle des contreparties multiples, ça peut être des banques, des tiers gérants, des trusts ou autres, peuvent échanger des données de conformité de manière efficace, standard, sécurisée et auditable. Et le second produit, c'est Wecan Connect. C'est un produit qui est un peu plus jeune. Et c'est en fait une application instantanée de messagerie instantanée pour usage professionnel. C'est un WhatsApp pour usage professionnel, sécurisé, compliant et auditable sur la blockchain. Donc voilà, ça c'est notre suite de logiciels. Il y a une centaine de clients qui l'utilisent, dont des institutions financières vraiment majeures, comme Pictet, Lombardier, Rothschild, Julius Baer, mais aussi pas seulement du monde de la gestion de fortune, aussi par exemple du monde de la crypto. Bitstamp est un client, par exemple. Voilà, et tout ça, c'est orchestré par une équipe qui est essentiellement basée à Genève, mais on vient juste de recruter 2 Head of Sales qui sont basés à Paris, l'un pour couvrir France et Benelux et l'autre pour couvrir le monde des cryptos, ce qui donne un peu une indication de nos priorités à l'avenir. Super. Alors, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'en matière de KYC ou KYB, tu as toujours ce sujet de mise à jour de dossier client pour que ton information soit sans cesse accurate pour pouvoir effectuer tes checks et ton ongoing monitoring. Tu peux nous expliquer, je pense que c'est pas clair pour tout le monde, en quoi la blockchain contribue à réduire ces risques organisationnels, voilà, que je mentionnais tout à l'heure. Si ça te va, je vais commencer par dire quelques mots sur la façon dont on utilise la blockchain. Ouais. Et après, je peux parler un peu des risques organisationnels. Parfait. Donc, comme je disais tout à l'heure, notre suite de produits est basée sur la Wecan Chain, une infrastructure blockchain qui est dédiée et qui a vraiment été adaptée aux besoins des institutions financières qui nous font confiance. Actuellement, le layer de base, c'est Ethereum. Enfin, tout le monde connaît Ethereum, c'est une blockchain publique sur laquelle on a émis notre token. Au-dessus, on a une couche qui apporte de la scalabilité et une approche institutionnelle qui est notre layer 2, la 3 chain. Et en fait, c'est une blockchain qui est très institutionnelle. C'est un fork d'Ethereum, en fait. Et les nœuds sont des nœuds institutionnels. Donc, Wecan est un nœud, Swisscom aussi. Il y a une banque, un hôpital ou encore la police suisse. Donc, comme je disais, c'est quelque chose de très institutionnel et rassurant pour nos clients. Et au-dessus, on a la Wecan Chain qui permet à la suite de produits Wecan, mais aussi à d'autres applications tierces, de capitaliser sur la blockchain en utilisant le Wecan Token. Donc, en fait, cette infrastructure, ça apporte de l'auditabilité, de la traçabilité, de la scalabilité grâce à la 3 chain. Ça garantit en même temps que tout est traité de manière très confidentielle. Peut-être un point qui est important, on nous demande toujours qu'est-ce que ça change par rapport à une base de données traditionnelle. Exact. Et en fait, ce que ça change, c'est la notion d'immutabilité des données qui est en fait unique à l'utilisation de la blockchain. Et ça, c'est un concept qui est assez important dans ce qu'on fait. Et puis bon, après, en complément de l'utilisation de la blockchain, on met en place un certain nombre d'autres choses. On pourra parler plus tard. Mais voilà, ça, c'est vraiment notre infrastructure. Alors, j'étais surprise quand je suis allée préparer cet épisode. J'ai été bien entendu renifler votre site, lire un certain nombre de documents. Vous mentionnez sur ce site la notion de recyclable golden data. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? J'étais très curieuse de comprendre plus en détail et en quoi ça permettait le fait qu'il y ait cette recyclabilité, de réduire la pénibilité justement de toutes ces tâches répétitives qu'on vit quand on doit mettre à jour ses dossiers clients. Ouais. En fait, ça appelle recyclable golden data, c'est un peu le concept d'avoir une golden source, quoi. C'est associé au concept d'unicité de la donnée.
Ce que ça veut dire, c'est que chaque donnée de conformité sur Weekend Comply est unique. Et tous les acteurs du network vont consulter la même donnée. Il n'y a pas plusieurs versions de la même donnée. Du coup, si chaque donnée est revue par une multitude de services de compliance, la probabilité d'avoir des erreurs est beaucoup plus faible. Ça assure une qualité de la donnée, une réduction des risques. Et puis après, d'un point de vue organisationnel, pénibilité des tâches, optimisation des process associés au KYC et au KYB, ce qui est intéressant, c'est que chaque mise à jour, changement de circonstances ou autre, est partagé avec tous les consommateurs de la donnée. Donc en fait, ça permet d'éviter des myriades de revues manuelles, que de multiples contreparties demandent ou envoient les mêmes données plusieurs fois dans des formats potentiellement différents avec les risques d'erreur associés. Donc d'un point de vue process organisationnel pour nos clients, c'est un changement de paradigme assez fondamental parce qu'un des grands challenges, c'est de collecter, de mettre à jour les données compliance. Ouais, tout à fait. Alors, il y a un point qui est toujours un point d'achoppement dans mes épisodes. Je ne sais pas si tu les écoutes régulièrement, mais si c'est le cas, tu vas t'en rendre compte. C'est la réglementation. Parce que là, vous êtes à mi-chemin entre pas mal de réglementations. Vous êtes basé en Suisse. Et donc, on sait très bien, pour l'avoir vécu de l'intérieur, que la donnée en Suisse, c'est vraiment très, très chaud. Donc, compte tenu de tous ces éléments-là, est-ce que tu pourrais nous dresser un petit peu un panorama des réglementations que vous touchez du doigt? Est-ce que vous êtes concerné par ces réglementations? Et sinon, comment vous accompagnez vos clients justement pour connect the dots entre leurs obligations réglementaires d'une part et la solution que vous apportez d'autre part? Nous, on est une société de technologie. Notre focus, c'est la compliance et on n'est pas là pour adviser nos clients sur comment on comply, mais plutôt sur les aider sur les process de traitement des données pour s'assurer qu'ils soient effectivement compliant. Donc, toutes les institutions régulées qui ont affaire à des KYC, des KYB ou d'ailleurs tout autre effort de connaissance de leurs clients ou de leurs partenaires sont concernés à l'échelle globale par ce qu'on fait, même je veux dire au-delà de la Suisse, au-delà de l'Europe. Et notre scope va bien au-delà. Et d'ailleurs, on est sur le point d'annoncer de nouveaux clients qui sont dans des juridictions qui viennent au-delà de celles que je viens de mentionner. Pour te donner un exemple plus précis, par exemple, Mika. Pour ce qui est du secteur des cryptos spécifiquement, Bitstamp, donc, est un client, comme je le disais tout à l'heure. Et de manière générale, c'est un secteur qui a tendance, à s'institutionnaliser, à faire face à de plus en plus de réglementations. Et c'est un secteur où ce qu'on remarque, c'est que les players majeurs sont assez mal équipés pour comply à ces nouveaux requirements. C'est-à-dire, c'est quoi? Sans donner de nom, mais ça ressemble à quoi? C'est fichier C'est souvent en fait des armées de personnes de fichiers central, d'ops, qui sont dans des low-cost locations, qui processent de manière absolument manuelle l'intégralité des tâches associées donc au KYB plus souvent, en l'occurrence pour les clients, pour les prospects et clients avec lesquels on a eu l'occasion d'interagir. Et donc, c'est prone to errors, c'est très, très coûteux parce que, in fine, t'emploies des tonnes de gens à faire des tâches relativement simples, répétitives, etc. Et c'est un impact sur l'expérience client. Parce que, en général, les onboarding, quand ils sont processés de cette manière-là, au-delà d'être plus coûteux, ils sont très, très longs. Mais vraiment très, très, très longs. Et nous, on en a fait l'expérience nous-mêmes parce que on est client d'institutions crypto de par l'utilisation de notre token, de par l'existence de notre token. Donc voilà, et c'est vraiment un secteur d'activité où on pense qu'une solution comme Weekend Comply va permettre d'optimiser les process de compliance des principaux acteurs. Et c'est notamment pour cette raison qu'on a onboardé un head of sales crypto parce qu'on est assez convaincu qu'il y a une opportunité majeure dans ce secteur. Ok, alors j'aurais aimé que tu reviennes sur le lancement de la startup. Alors tu n'y étais pas, ça fait déjà un certain temps qu'elle existe. Moi je suis toujours intéressée de comprendre dans ce domaine-là particulièrement parce que tu as eu énormément d'initiatives, parce que c'est un tel pain point. Enfin en tout cas moi j'ai vu beaucoup d'initiatives. Ça a quand même toujours du mal à décoller parce que c'est encore une fois tellement sensible pour les établissements financiers, que ce soit la nature de la donnée qui est traitée, mais aussi la complexité que c'est à mettre à jour. Donc, comment ça a été lancé? Sur quel cas d'usage finalement ça a commencé à prendre? Est-ce que tu peux nous faire un mini résumé des 10 dernières années?
Ouais. C'était 10, non? C'est ça? C'est à peu près ou 8 ans? Ouais, alors sous la forme actuelle, plutôt 5. En fait, dès le démarrage, on a co-créé la solution avec une dizaine de banques. En fait, ce process de co-création, c'est probablement ce qui a amené au succès de Weekend Comply. En fait, c'est des banques qui ont vraiment manifesté la problématique de la gestion des données de compliance, qui est faite de manière, comme je le décrivais tout à l'heure, de manière assez inefficace et qui a il y avait une opportunité à l'époque de co-créer une solution qui résout ce problème. On a fait des séries de workshops pour valider le use case. Alors, comme tu disais, moi, je ne faisais pas partie de Weekend à l'époque, mais l'équipe originale a fait ces séries de workshops. Sur la base de ce qui en est sorti, on a organisé un POC qui a été validé. On a travaillé ensuite sur les aspects gouvernance, technique, juridique, etc. Le processus de co-création, ça a duré plus ou moins un peu plus d'un an. Et puis ensuite, on est passé en production. On est en production depuis 4 ans. On a renouvelé l'intégralité de nos clients importants pour 3 ans. En fait, on fonctionne sur un mode de licence. Et donc, la genèse de Weekend, c'est vraiment ça. C'est une demande des banques. On a facilité le process de co-création. On a répondu au cahier des charges. Ensuite, on a lancé une solution en production. D'accord. Donc ça, c'était des banques qui étaient principalement en Suisse. Est-ce que les besoins des banques que maintenant, avec lesquelles vous discutez, ou autres établissements financiers hors de la Suisse, sont équivalents ou diffèrent potentiellement? En fait, ce qui est assez surprenant et positif pour nous, c'est que le stamp suisse fonctionne très bien à l'étranger, on va dire. Dans le sens où dans les nouvelles géographies dans lesquelles on fait du business development, notamment celle que j'ai mentionnée, France et Benelux, liée au fait qu'on a recruté un head of sales qui couvre ces géographies, on se rend compte qu'en fait, il y a un peu ce phénomène de Swiss finish. C'est-à-dire que souvent, on en fait un peu plus que ce qui est requis dans d'autres juridictions. Donc en fait, pour répondre à ta question, les besoins sont assez similaires et on en fait plutôt plus que pas assez sur la base des demandes exprimées par nos clients suisses. Ouais. Et quelles sont la nature de vos relations avec la FINMA? Honnêtement, on n'est pas en contact direct avec eux, avec la FINMA. En fait, si tu veux, pour revenir sur ce que je disais sur le cahier des charges, on a cette association, la Blockchain Association for Finance, qui définit les standards des use cases qu'on implémente ensuite, qui nous définit un cahier des charges in fine. C'est des requirements qui effectivement étaient assez colossaux pour la startup qu'on était à l'époque, mais en fait, ça répond de manière indirecte aux exigences des régulateurs, mais c'est vraiment nos clients qui font face aux exigences des régulateurs. Nous, on fait face à nos clients qui fixent des cahiers des charges sur la base de ce que la FINA leur demande et on essaye d'implémenter ce cahier des charges de la meilleure façon possible. Ok, très clair. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais reprendre un use case que j'aime bien parce que j'ai couvert cette clientèle, c'est la clientèle des gérants indépendants. J'ai vu que vous aviez que votre produit répondait aux besoins de cette clientèle-là. Donc, pour les personnes qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit, c'est des personnes, enfin des entités qui gèrent des avoirs qui sont déposés dans les banques, mais qui sont externes à la banque, mais qui donc passent par les outils de la banque, que ce soit pour leur activité de banque dépositaire, courtier en assurance, etc. Et donc, finalement, c'est la banque qui va avoir accès aussi aux données des clients ou des sociétés qui sont gérées par ces gérants indépendants. Est-ce que tu pourrais nous décrire concrètement comment ça fonctionne? Parce que moi, je suis toujours très curieuse de voir en matière d'intégration comment votre solution s'intègre aux outils internes de la banque qui sont plus ou moins modernes. Donc, concrètement, si par exemple, la banque XY a comme client un gérant indépendant basé à Zug ou à Zurich, comment est-ce qu'elle va interagir avec votre solution logicielle pour mettre à jour ces données clients de ce client gérant indépendant? Ouais, tout à fait. Donc déjà, si tu veux, je peux commencer juste par te dire pourquoi on a commencé par le use case CRM, parce que ça a été une des discussions au cours de ces workshops de co-création dont je parlais à l'instant. Et en fait, on a commencé par le use case CRM pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y avait un changement réglementaire qui s'opérait en Suisse. Les EM encore récemment étaient autorégulés avec des exigences réglementaires qui étaient pas faibles, mais qui étaient moindres que celles auxquelles ils font face ils font face aujourd'hui. Ouais. Ce qui a changé, ils sont dorénavant surveillés et en fait, du coup, se posait la question d'établir un KYEM, donc un Know Your AM, qui est vraiment les données que les banques dépositaires doivent collecter sur l'EM lui-même, pas forcément sur les clients finaux de l'EM. L'idée, c'était de commencer par ce use case, qui était un use case qui supposait de collecter des données corporate.
qui sont relativement moins sensibles que les données des clients finaux. Ça permettrait de démarrer en réduisant le risque et en augmentant l'adoption de la solution directement. Alors après, la façon dont ça fonctionne, de manière très 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 pratique, on donne un coffre-fort numérique, pour faire simple, à l'intégralité des contreparties qui sont sur la plateforme, donc, dont le use case EAM, à des EAM et à une custody bank. Les EAM chargent sur ce coffre-fort numérique les données de compliance les concernant, donc des données KYB, des données corporate, les échanges avec la banque qui a elle-même un coffre-fort numérique et donc une interface, reçoit un formulaire avec toutes ces données qui sont remplies de manière standard, et lors des revues périodiques, ils ont juste à cliquer, renvoyer le formulaire avec des données qui sont identifiées comme plus à jour que l'EAM doit mettre à jour. Le gros avantage, c'est que par rapport à un process standard où, je veux dire, avant, on n'a pas inventé ce process, avant que Weekend Comply, ce process avait déjà lieu, mais les EAM devaient envoyer sensiblement à peu près les mêmes données à à un certain nombre de banques dépositaires différentes. Et du côté de la banque dépositaire, comme on en parlait tout à l'heure sur des process qui étaient relativement inefficients, il y avait des équipes internes qui parcouraient l'intégralité des fichiers KYB, regardaient ce qui n'était pas à jour. Il y avait des échanges relativement non standardisés, non sécurisés, avec des formats non systématiques, avec les tiers gérants auxquels ils demandaient des données à jour. D'accord. Est-ce que l'objectif de ce premier use case, c'est d'étendre ça à la clientèle des tiers gérants, donc les personnes physiques ou sociétés qui font gérer leurs avoirs par ces gérants tiers? Alors en fait, l'idée, c'était de commencer donc par le KYB pour la raison que j'ai exposée. Le KYC, c'est absolument l'objectif. Donc, KYB pour commencer avec les EM. Il y a d'autres versions de KYB qui ont suivi. On a onboardé un trust, on a un KYT, un Know Your Trust, qui est un formulaire différent. On a des formulaires de KYB différents, par exemple ceux qui sont utilisés par Bitstamp pour l'onboarding de leurs clients institutionnels. Et donc la grande avancée cette année et ce qu'on va bientôt passer en production, c'est le KYC. Donc comme je disais sur qui concerne les données de compliance des clients finaux des EAM, qui sont des données plus sensibles. Donc c'est un use case plus complexe qui a requis pas mal de travail de notre côté. Et nous, on est prêt techniquement à gérer ce use case et du côté de nos clients également. On a un POC actuellement en cours et on souhaite passer en production bientôt. Mais donc, effectivement, la grosse thématique d'un point de vue produit pour 2024, c'est le KYC. Donc, ça voudrait dire que moi, Solène, si jamais j'ai un compte qui est déposé dans la banque X et dans la banque Y, je dépose une fois mes données au travers de Wecan, c'est ça? Et je donne accès à banque X et Y à mes données? Ça ressemblera à ça ou pas? Par le truchement de ton EM, mais ouais, okay. Ça ressemblera à ça. D'accord, top. Ça serait formidable. Et je dis pour des places financières qui croisent en fait beaucoup de clientèle institutionnelle, clientèle professionnelle, comme la Suisse et le Luxembourg, c'est des use cases, ou même l'Irlande, Jersey, etc. C'est des use cases super intéressants. Oui, et c'est un use case qui a une valeur assez fondamentale parce que la volumétrie derrière est pas du tout la même que pour le KYB. En fait, si tu veux, le process est relativement similaire. C'est pas le même, mais relativement similaire. Mais la volumétrie est complètement différente. Donc, le KYC, c'est vraiment le game changer pour toutes les institutions qui sont nos clients et leurs clients, et leurs propres clients. Et c'est pour ça que ça a mis un peu plus de temps à mettre en production parce que c'est plus complexe. Mais voilà, on est à bout touchant pour mettre en production les premiers KYC. T'as pas du tout parlé de levée. Je sais pas si vous avez fait une levée. Vous avez des investisseurs extérieurs. Donc, on a des investisseurs qui sont des particuliers. Je veux dire, on n'a pas des VC au capital, des particuliers fortunés. Au-delà de ça, on a, comme je disais, un token qu'on a émis récemment pour un montant total de tokens de 19 milliards de tokens qui, la valeur du token, évidemment, comme c'est coté en bourse, change régulièrement, mais le token est coté récemment entre 0.003 et 0.004 et quelques francs suisses, voilà. Ce qui donne une valorisation totale de notre supply d'à peu près 100 millions de francs suisses. Ok. Donc voilà, et c'est effectivement un moyen de financement intéressant, au-delà d'être un outil qui permet, comme je te disais, de gérer les ancrages liés à l'utilisation de nos solutions sur notre infrastructure blockchain. D'accord. Et vos prochaines étapes alors, c'est quoi? Donc tu parlais du POC sur le KYC. Oui. Alors nos prochaines étapes, je pense qu'il y en a 3. D'un point de vue géographie, d'un point de vue segment et d'un point de vue produit. Pour la partie produit, c'est le KYC, on vient d'en parler.
D'un point de vue segment, c'est une extension dans le domaine de la crypto on regarde aussi d'autres extensions dans d'autres segments, mais je veux dire la crypto, c'est quelque chose de beaucoup plus mature dans notre stratégie. Comme je te disais, Bitstamp et clients, Signum et clients. On a d'autres discussions très avancées avec un certain nombre d'institutions crypto. En fait, notre solution Weekend Comply, elle est particulièrement relevant pour toutes les institutions crypto réglementées. Donc, les exchanges, les sociétés de trading, de market making, les brokers, les custodians réglementés. Tout ça, c'est des clients potentiels et avec un certain nombre d'entre eux, on a des discussions assez avancées. Donc ça, c'est pour la partie segment. Et pour la partie géographie, l'idée, c'est véritablement, maintenant qu'on est très établi en Suisse, c'est de sortir de Suisse. On a des discussions avancées, notamment en France, et on va annoncer nos premiers clients français incessamment sous peu. Et par ailleurs, le Benelux est évidemment un objectif. Au Luxembourg, il y a un très gros marché de tiers gérants, comme tu le sais mieux que moi, au Luxembourg. Et on va aussi annoncer des clients dans d'autres géographies, notamment le Middle East. Super. Bon, écoute, c'est top. Alors Philippe, je termine sur cette fameuse recommandation de livre. Donc pour conclure, qu'est-ce que tu nous recommandes ? Là, je t'avoue Je te regarde. Je t'avoue que c'est une excellente question. Non, mais attends, tu peux être inspiré par autre chose. Moi, je lis beaucoup. En fait, c'est complètement intéressant. En gros, je lis un tiers de ce qu'on me recommande. Non, mais alors, j'allais te dire en plaisantant que probablement ce que je lis le plus souvent, ça doit être l'équipe. En termes de lecture un peu plus business, il y avait un livre que j'ai lu récemment, l'année dernière, sur la philosophie Netflix. Je crois que ça s'appelle No Rules Rules. No Rules Rules. Ouais, que j'ai lu, qui est top. Ouais. Que j'avais trouvé assez top comme bouquin. Ouais, mais alors, effectivement, tu m'as pris assez au dépourvu parce que tu ne fais pas face à un grand lecteur, malheureusement. Bon, sinon, l'équipe. Ok, merci beaucoup, Philippe. C'était top. À bientôt. Voilà. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!